Amis de TV Liberté, bonjour. Nous filons au cinéma, Maxime et moi. Bonjour Bonjour Maxime. Anne. Et nous allons voir une très jolie femme, Karine Viard. Une autre très jolie femme, puisque nous avons vous à l'écran, ma chère Anne, mais enfin, c'est gratuit. Enfin, elle est très très jeune, elle est belle comme le jour, et elle s'appelle Karine Viard, donc pour ce film Jalouse. Absolument. Qui est un bonheur. Alors, qui est un bonheur, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont vraiment jouissifs dans ce film. Et, oui, lesquels alors, pour vous? D'abord, on peut peut-être raconter en 2 mots oui. l'histoire. Donc, l'histoire, c'est Karine Viard qui joue, j'ai oublié le nom de son personnage, mais peu importe, qui joue le rôle d'une femme qui est agrégée de lettres. Normalienne, qui est professeure au lycée Buffon, en prépa, et qui est divorcée, qui vit avec sa fille. Qui est danseuse, qui apprentie danseuse, est tout juste majeure, et en fait sa vie bascule au moment de l'anniversaire de sa fille, c'est-à-dire qu'elle se rend compte qu'elle devient un peu vieille, qu'elle est seule, que son ex-mari a refait sa vie avec une femme beaucoup plus jeune. Avec qui il va partir aux Maldives, avec qui il part aux Maldives. Dans un club méditerranéen. 4 tridents, absolument. Et du coup, alors on ne sait pas d'ailleurs, parce que c'est la première scène du film. Alors que son mari ne l'a jamais emmenée qu'à Dijon chez sa mère. C'est ça. Donc, on conçoit quand même qu'elle soit enragée. C'est tout à fait ça. On ne sait pas d'ailleurs si le basculement a lieu, si elle était déjà comme ça avant. En tout cas, le film le présente de telle sorte qu'on pense que c'est le moment du basculement, le déclencheur, et elle va devenir... Le film dit jalouse, en tout cas méchante, c'est-à-dire qu'elle va elle va chercher à prendre sa revanche. Prendre sa revanche avec d'ailleurs une dimension psychologique qui est assez fouillée. Précise, en fait, elle devient folle, ou en tout cas en partie folle, et donc toute l'intrigue du film, c'est évidemment la plongée, vraiment, ou la chute, et puis une remontée ou une ébauche de remontée autour d'une histoire d'amour avec sa fille d'une part, et avec un nouvel homme qu'elle va, semble-t-il, réussir à séduire. À garder. Et elle est très méchante avec 3 personnes. Son mari, son ex-mari, sa fille. Et le petit ami de sa fille. Et le petit ami de sa fille. Et sa collègue. Et son ami de toujours, qui la soutient. Et sa collègue. Et qui est sa collègue, oui. Et sa collègue, sa jeune collègue qui arrive. Ça fait 4 personnes. En fait, elle est confrontée à plusieurs alors, nouveautés. Quelles sont les réserves? Alors d'abord, moi j'ai trouvé que c'était globalement un bon film, c'est-à-dire que Karine Viard a enfin un grand rôle de femme. Elle était très bonne dans Police par exemple, mais elle jouait la policière, c'est-à-dire qu'elle était très masculine. Là, elle est femme, elle est même femme qui séduit. Elle est très séduisante. Très séduisante. On l'a en plein, plan, tout le temps. Voilà, elle est vraiment bonne actrice. Après, on a beaucoup comparé ce film à Tati Daniel. On se souvient de Tati Daniel. Moi j'ai trouvé que c'était quand même... en tout cas, dans un registre différent. Je dis pas en dessous, mais dans un registre singulièrement différent, au sens où Tati Daniel, c'est une vieille femme qui affronte en fait sa propre déchéance. Là, pas du tout. C'est une femme qui aborde plutôt la cinquantaine d'une autre manière. Qui ne s'adapte pas autant qu'il passe. Et qui ne s'adapte pas autant qu'il passe, ou qui se rebelle d'une certaine manière contre toute une série de choses qui lui arrivent, avec une certaine méchanceté. Et du coup, je trouve que le titre est en partie trompeur. Elle n'est pas juste jalouse, elle est aussi méchante, même alcoolique, on peut le dire. Après, bon, voilà, il y a des choses très très positives dans ce film, il y a des choses qui sont ni positives ni négatives, qui sont des révélateurs de notre époque, et en particulier, on voit la jeune fille qui sort avec un jeune homme, et puis chacun s'invite à dormir à la maison, et puis... le jeune homme est de couleur. Oui, mais enfin, il est brillant, notez bien que d'ailleurs, on est... Fin et tout. Oui, non, mais c'est d'ailleurs assez amusant, parce qu'à chaque fois que dans ce genre de film... Voilà, c'est l'air du temps, non, mais c'est à double sens, c'est-à-dire qu'à la fois, on montre un jeune homme de couleur, donc on se dit, ah bah voilà, modernité, mais en même temps, endogamie sociale, il ne s'agit pas non plus d'un chauffeur-livreur ou d'un chauffeur Uber. Non, non, il s'agit d'un jeune scientifique de grande qualité. Et bon, donc la jeune fille arrive à l'improviste, le copain est là, ils décident de dormir ensemble, la mère s'y oppose, et là on dit oh ben mon Dieu, comment peut-on être aussi rétrograde? Enfin, oui, je passe mes examens dans une semaine, mais enfin si j'ai envie de, je sais plus comment s'appelle le garçon, bon, si j'ai envie de dormir avec mon petit ami, après tout, où est le problème? Enfin, tout ça est quand même d'une légèreté abyssale, et puis donc après il y a la belle-mère, et puis la belle-mère est très copine avec sa belle-fille, enfin tout ça est quand même très léger et révélateur en fait de la société que la dans laquelle nous vivons. Elle est bonne, elle est bête.
Mais elle est bonne. Mais elle est bonne. Bon, comme disait mon grand-père, bonne, ça ne s'écrit pas avec un C. Et voilà pourquoi le mari a changé de femme. Vaut mieux une femme un peu bête, mais généreuse, qu'une femme très intelligente et méchante. Ça, c'est vrai. Alors, il y a des moments où on rit, et notamment quand elle est méchante. Hein, il y a notamment un moment où elle passe une soirée avec sa meilleure amie. Et donc, la fille de Karine Viard, évidemment, est très, très belle dans le film. Et on sent qu'elle est profondément jalouse de la beauté et du succès de sa fille. Et elle dit à sa meilleure amie, « Toi, tu peux pas comprendre. Ta fille est laide. » Ta fille, ne dis pas laide. On n'en dit rien. Ta fille est tellement laide. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus, mais on conseille vraiment d'aller voir ce film. J'ai beaucoup aimé, sans peu de restrictions, parce que ça fait plaisir de voir une belle actrice et que ça décrit bien, je trouve, un certain type de femmes qui se croient tout permis parce qu'elles sont normaliennes et elles se permettent de faire chier leur entourage, passez-moi l'expression, ce qui n'est quand même pas facile à vivre pour les autres. Absolument. Deuxième film, que nous avait invité à voir l'ami Louis. Le Musée des Merveilles. Le Musée des Merveilles. Alors, j'ai beaucoup aimé parce que c'est un film bien construit. On voit deux enfants à deux époques différentes. Voilà, 1927-1977. Et voilà, qui vont tous les deux se diriger vers un même musée à New York. Et en quelque sorte, leur destin va se rejoindre. Je n'en dis pas plus. Ce qui est très amusant, très intéressant, c'est que c'est fait d'abord de manière très symétrique. C'est-à-dire que même si on est davantage avec le petit garçon en 1977, on est aussi avec la petite fille en 1937, de façon régulière. Et effectivement, il y a une convergence des deux dont on devine des liens qui vont surgir à la fin du film et sur lesquels je ne reviens pas. Mais enfin, quand même, c'est un peu téléphoné. La fin, une similitude de situation. Ils sont tous les deux en manque de mère et de père. Sur la même voie, c'est-à-dire sur la même voie au sens de leur propre parcours, sur la même voie au sens géographique. Ils vont au même endroit, dans les mêmes lieux, et vers la même voie parce que il y a une connexion entre eux. Et en même temps, le film nous montre chacun des deux dans son propre environnement. Donc on suit en couleur, un peu à la façon 1970, ce jeune petit garçon qui a une petite dizaine d'années, qui va débarquer à New York pour rechercher son père, parce que sa mère vient de mourir et on ne sait pas qui est son père, donc il cherche son père à partir d'un indice qu'il a trouvé dans un livre trouvé dans une table de nuit de sa mère. Et en parallèle, une petite fille, donc en noir et blanc, une petite fille qui est sourde, et qui, elle, cherche une forme de bonheur entre des parents divorcés, une mère qui est une actrice qui l'abandonne et un père tyrannique. Voilà. Et donc, c'est une sorte de fresque assez touchante. Les deux enfants sont sourds. Et les deux enfants sont sourds, alors pas pour les mêmes raisons. Pas pour les mêmes raisons, mais c'est encore un élément de convergence. Et ça crée cette espèce de recul extraordinaire. Et j'ai envie de dire, cette intelligence, cette acuité des deux enfants qui sont obligés de dépenser plus d'efforts encore pour comprendre le monde et survivre dans ce monde. Et puis, achever leur quête. C'est un film d'une grande tendresse, je trouve. Oui, c'est très tendre, c'est intelligent. Alors, moi, mon seul bémol, c'est qu'on sent quand même venir la fin de façon assez logique. Enfin, vous êtes plus malin que moi je ne l'ai pas vu venir. Moi, je l'ai vu venir, mais gros comme un camion. Et en plus, avec quelques invraisemblances sur lesquelles je ne reviens pas. Mais enfin, on ne comprend pas très bien pourquoi le secret de la mère sur l'identité du père. Oui, on voit pas du tout on s'attend à ce que ça a été un meurtrier, etc. Alors qu'en définitive, elle aurait pu tout à fait lui dire les choses et l'intrigue n'aurait pas eu lieu d'être. Néanmoins... C'est-à-dire que je pense que l'enfant est né hors mariage et que dans une petite ville, américaine, c'était même en 70, c'est quand même un peu boiteux en fait, à mon avis. C'est la seule chose vraiment. Mais le musée est très beau. Et alors il y a des scènes, au musée où on voit vraiment ces deux enfants qui ont le même âge, qui vont aux mêmes endroits, qui s'intéressent aux mêmes choses. C'est vraiment. Le musée des maquettes de New York est très beau. C'est plein de poésie, plein de tendresse, un tout petit peu long à mon avis. On aurait pu gagner 10 minutes. Mais c'est vraiment un joli film. Voilà. Ça n'est pas un grand film, mais c'est un vrai joli film qu'on peut aller voir en plus en famille. Pas avec des tout petits enfants évidemment, parce qu'il faut quand même comprendre un peu. Il y a un film pour les enfants, c'est Céleste.
et c'est je me souviens plus du... C'est un très beau livre de dessin qui est presque aussi beau que les dessins de Béatrice Potter, par exemple, et qui est mis au cinéma, et je me réjouis beaucoup d'aller le voir. Et puis il y a Paddington numéro 2, la suite de cet opus qui est sorti il y a peut-être 2 ans. Qu'est-ce que c'est, Paddington ? C'est l'histoire d'un petit ours, Paddington, qui en fait est parfaitement civilisé et va chercher à se faire une place parmi à cheval entre les animaux de compagnie et les humains. C'est très mignon. Alors c'est joliment dessiné. C'est pas un dessin animé, c'est un film. Le numéro 1, alors j'ai pas vu encore le numéro 2. Le numéro 1 était tout à fait mignon et plein de poésie. En plus, il faut le voir en anglais, bien entendu, c'est plus amusant. Et puis ça se passe à Londres. Enfin, voyez, mes petites filles ne parlent pas encore anglais. Non, mais on peut le voir en sous-titré, disons. Ah oui, à 5 ans, on lit les sous-titres facilement. C'est plutôt un film pour les enfants de 8, 10, 12 ans. D'accord. Mais c'est tout à fait mignon. Alors, il y a plusieurs films qui vont sortir et sur lesquels je pense qu'on aura l'occasion de parler. Il y en a en particulier 2. Il y a The Battle of the Sexes et il y a Le Brio. Alors, The Battle of the Sexes, la bataille des sexes, ça, c'est un film sur le tennis, encore dans les années 70, qui fait s'affronter la plus grande championne de tennis de l'époque avec un homme. Et donc, évidemment, toute la question, c'est que les hommes sont des gros machos qui pensent que les femmes ne peuvent pas les battre. Et elle va devoir battre cet homme pour prouver que les femmes valent autant que les hommes. Mais ça se fait, des matchs Alors, non, en théorie, ça ne se fait pas, mais dans le film, ça se fait. Donc, c'est purement imaginaire. Alors, il paraît que c'est inspiré d'une histoire réelle. J'attends de voir, je ne l'ai pas encore vu puisqu'il est sorti tout récemment. En tout cas, c'est l'actrice. C'est la même actrice pour laquelle je n'ai pas une très grande appétence, je ne vous le cache pas, mais enfin, qui est une bonne actrice. Elle s'appelle... J'ai oublié son nom, mais elle est très connue. C'est Emma. C'est Emma Stone, voilà. Et j'attends de voir, mais c'est-à-dire que le film aborde encore cette question de la place des femmes dans la société, je suis un peu fatiguée du sujet, si vous voulez. Récurrente. Voilà. Et surprise, Le Brio, donc c'est un film français qui, je crois, met en scène Daniel Auteuil et Camélia Jordana. Donc c'est l'histoire d'un prof de droit aux mœurs un peu limite. Hashtag balance ton porc, pourrait-on dire. Non, mais il est surtout très tradit. Je croyais qu'il était seulement tradit, très à droite. Ah oui, alors ça oui, mais enfin... Il paraît que c'est un peu plus compliqué que ça. Nous verrons. Et donc, il va aider une de ces jeunes élèves dont il va tomber amoureux. Il est obligé de s'occuper d'une élève parce qu'il l'a maltraitée, parce qu'elle a déboulé dans son cours en parlant mal, en l'insultant et en retard. Absolument. Et donc, il lui envoie un paquet d'injures et il est sur le point d'être viré de l'université parce qu'on ne parle pas mal à une beurette. Donc, il est obligé de faire amende honorable et il va donc... Alors, je ne sais pas si je vais aller le voir. Eh bien, je ne sais pas non plus, mais je trouve que le sujet valait le coup d'en dire un mot et demi. C'est sûr qu'il y a beaucoup à faire pour civiliser beaucoup de gens. C'est tout à fait vrai. Alors, en parlant de civilisation, j'aimerais faire une petite parenthèse, ma chère Anne, et remercier ceux de nos téléspectateurs qui m'arrêtent dans la rue, parce qu'il y en a, figurez-vous, et même au restaurant, pas plus tard que vendredi soir, au restaurant japonais avenue Victor Hugo, une dame charmante m'a arrêté pour me demander si j'étais bien ce garçon TV Liberté. Qui lui plaisait tant. Donc, merci à vous. Et merci vous ne voulez pas dire bonjour aussi et saluer votre mère? Non, mais quand même, bon. Alors, nous allons terminer cette émission parce que vous vous occupiez aussi de patrimoine. Absolument. Avant que vous ne soyez aussi pris par votre nouvelle fonction de patrimoine. Et nous avons beaucoup parlé des églises et du triste sort qui leur était alloué. Et je voulais faire porter à votre connaissance 2 sacrilèges. Dans une église de Milan, il y a un court de tennis qui est installé. Et dans une église en Belgique, en pays flamand, il y a, qui était désaffecté, mais enfin qui n'était pas désacralisé, il y a un artiste, enfin quelqu'un qui se prend pour un artiste, qui a installé une vache en croix. En crucifié, bien entendu. Oui, c'est effectivement des vrais sujets. Et à la limite que l'édifice soit désaffecté du culte ou pas, la question, à mon avis, n'est pas là. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire que l'Église n'est plus une Église au sens administratif du terme. Elle incarne encore pour les gens une Église. Et les artistes en question, ou ceux qu'on appelle des artistes, le font
précisément dans ces endroits parce que ce sont d'anciennes églises et ils ne l'auraient pas fait dans un hall de gare. Donc le message qui est porté, que l'église soit utilisée pour une vocation religieuse ou pas, est le même. Alors évidemment, ça pose l'éternelle question de l'art moderne et contemporain. Qu'est-ce que l'art? Bon, dire que Duchamp a fait sa fameuse pissotière, enfin, je suis désolé d'utiliser un mot un petit peu cru, mais c'est la vérité. Bon, on n'est plus en 1960, je veux bien qu'à l'époque ça ait fait parler. Jusqu'où faudra-t-il aller? Faudra-t-il égorger des vraies personnes sur scène pour qu'on ose avoir un art un petit peu plus novateur? Parce que très franchement, s'en prendre à la religion catholique aujourd'hui, c'est quand même d'une facilité assez déconcertante. Ma chère Anne, c'est fait à peu près matin, midi et soir. Ah oui. Je trouve ça choquant, vulgaire. Y compris à l'heure du goûter. Y compris à l'heure du goûter, bien entendu. Mais en plus de ça, du point de vue purement artistique, est-ce que c'est beau? Non. Est-ce que le message est intéressant? Non. Et est-ce que même la démarche de provocation est intéressante? Même pas. Même pas. Et puis, ça rappelle ce que disait le curé d'Ars, laisser une église sans prêtre, au bout de 20 ans, le village adorera les bêtes. Eh bien, on y est. Eh ben, je crois que cette citation conclut parfaitement cette séquence, ma chère. Merci, curé d'Ars. Merci. Merci, Anne. Maxime. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir, chers amis de TV Liberté. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique « Je lis donc je suis », nous allons recevoir un jeune romancier, auteur de romans historiques. Bonjour Armand Bérard. Bonjour. Qui nous offre un roman qui s'appelle Le roman de la Durbelière, qui est en 2 tomes déjà. C'est une fresque historique. Et c'est une fresque historique qui m'a donné beaucoup de bonheur parce qu'on s'installe dans votre roman et on oublie absolument tout le reste. Les horaires, les repas à préparer, les soucis du moment. On est plongé dans cette jolie demeure de la Durbelière, bien avant la Révolution, dans la famille du marquis de Rorthais. Alors, cher monsieur, la Durbelière existe. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est que cette maison? Donc le château de la Durbelière se trouve actuellement en Deux-Sèvres. Oui. C'est un château qui est connu pour les amateurs des guerres de Vendée, puisque c'est la demeure natale d'Henri de la Roche-Jacquelin, oui, le fameux généralissime de 20 ans. Oui. Et cette demeure a été brûlée à 5 reprises pendant le conflit vendéen par les armées républicaines. Oui. Donc aussi, il n'en reste que des ruines aujourd'hui, donc qui font le plaisir des promeneurs et voilà. De votre imagination. Entre autres. Et de votre imagination. Il y a d'ailleurs une association des amis de la Durbelière. Oui, qui s'est créée. Qui s'est créée. Et il est normal qu'un jeune romancier comme vous, de 23 ans, finalement, s'intéresse à cette maison, à ce château. Oui. Alors, vous êtes vous-même historien, vous êtes en 2e année de maîtrise, je n'aime pas le mot master, parce que je trouve que c'est une trahison que l'université française s'exprime en anglais. Donc vous êtes en 2e année de cette université prestigieuse qui est... vous donnez son nom. Donc c'est l'ICES, l'Institut catholique d'enseignement supérieur, voilà. Donc qui se trouve à La Roche-sur-Yon. Voilà. Et dans lequel il y a les meilleurs professeurs qui soient. Guillaume Bernard, Stéphane Courtois, où bien évidemment l'histoire n'est pas trafiquée. Alors, ce qui frappe en premier, quand on vous lit, c'est ce temps de l'élégance et de l'art de vivre. Voilà une famille noble à la campagne, dans votre région, dans le Poitou, qui vit avec une famille nombreuse, à la moitié, enfin les parents à moitié à la cour ou sur les champs de bataille, puisque le père est un guerrier. L'aristocratie
est sur les champs de bataille, et à moitié dans cette propriété, au milieu des champs et des bois. Et leur occupation, bien, ce sont les travaux des champs et des bois, et avec une symbiose avec les populations du cru et les villageois et les paysans d'un côté, et qui est absolument étonnante. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous appelez votre livre et la maison d'édition le lys et le lin. Pourquoi cette expression? Donc le lys, tout simplement, c'est la royauté, oui. C'est la noblesse, et de l'autre le lin, puisque donc on est dans une région, notamment les Mauges, où il y a eu beaucoup de filatures de lin, oui. Donc ça montre la paysannerie. Donc en fait, comme vous disiez, cette vie en harmonie entre la noblesse et leur métayer. Cette vie en commun, donc si proche et si harmonieuse entre les paysans du village et cette famille de la grande noblesse, est-ce que vous l'avez rêvé ou est-ce que c'est véritablement comme ça? Je ne crois pas que ce soit une vision rêvée ou idyllique, puisque donc c'était véritablement le cas. La paysannerie et la petite noblesse de campagne donc vivaient de façon très proche. Il faut regarder les guerres de Vendée pour s'en convaincre, où la paysannerie très tôt est allée chercher la noblesse locale, les gens qui le connaissaient, puisque donc c'était des officiers de l'ancienne armée royale. Pour prendre les armes. Pour prendre les armes contre la Convention. Et donc ça montre justement cette proximité qui existait entre ces deux mondes. Et proximité qui commence dès l'enfance, parce que vous montrez bien que vos personnages, les enfants de cette famille, jouent avec les gens du village, et ils sont très proches. Ainsi, le jeune garçon de la famille, Léandre, qui est un peu un révolté, qui marche pas droit dans les voies, et qui a une énergie certainement très grande, et qui va partir pour s'embarquer, pour rejoindre les troupes royales au Canada. Il emmène son copain d'enfance, Guillaume, et Guillaume le suit. Il plante là sa famille, la récolte qui va venir, mais il suit son frère, en fait. C'est assez étonnant. Alors, je disais tant de l'élégance et de l'art de vivre, et puis une éducation à l'honneur. Je suis étonnée de ce que vous racontez, parce que tous les personnages se comportent avec honneur. En amour. Les relations amoureuses, on a vraiment l'impression d'être dans une carte du tendre. Il n'est pas question de trahir, il n'est pas question de papillonner. Alors, il y a des personnages qui papillonnent, bien sûr, hein, dans votre livre, mais un certain la trémouille, qui se comporte mal. Mais votre famille est extrêmement, se comporte très bien. Et ça aussi, c'est un autre temps, on a l'impression. Et je voulais montrer les personnages qui symbolisent cette époque où le sens de l'honneur et du panache prévalait sur toute autre considération. On attend son fiancé qui est parti à la guerre. Oui. On attend. Sens de l'honneur aussi sur les champs de bataille. Il y a une scène extraordinaire. Arthur de la Guillotière, donc j'ai envie de dire l'amant, comme on disait au XVIIIe siècle, l'amant d'Alice de Rorthais, est fait prisonnier dans un combat par un officier allemand. Et que fait l'officier allemand? Il ne met pas Arthur dans un camp de prisonniers, hein, dans une forteresse battue des vents et pas chauffée. Où est-ce qu'il l'emmène? Donc il l'emmène dans sa demeure, donc près de Weimar. Et donc en fait, cette proximité justement entre officiers pourtant qui servent deux couronnes rivales montre justement ce sens de la chevalerie qui prévalait encore à cette époque. Ouais. Un petit peu comme dans le film La Grande Illusion avec Jean Gabin, c'est un petit peu cet esprit-là. On est complètement... on a vu tellement d'histoires abominables d'officiers traités, d'officiers de gens du peuple, hein, je ne fais pas de différence, mais de gens traités de façon sordide, affamés, morts de froid, surtout après la guerre, après la dernière guerre.
que ces scènes font beaucoup de bien. Et puis alors, le frère de la sœur de cet officier, Eva, bien évidemment, va tomber amoureuse de l'officier français et lui présenter Goethe, parce que nous sommes en Allemagne. Alors, ce qui est très intéressant aussi dans votre roman, c'est tout le substrat culturel, c'est-à-dire on entend les musiques, on lit les livres, on rencontre René de Chateaubriand, qui va raconter Atala à Alice. Il y a une chair dans votre roman qui montre, d'abord, qui montre une grande culture. Or, vous n'avez que 23 ans, on a l'impression que vous avez déjà tout lu. Comment faites-vous ? Non, parce que donc depuis l'enfance, j'aime beaucoup lire. C'est vrai que je passe beaucoup d'heures à lire. Et donc, en fait, en écrivant cette saga romanesque, j'avais non seulement envie de raconter une histoire d'une époque qui me plaît beaucoup, forcément, mais aussi d'immerger le lecteur dans cette ambiance du XVIIIe siècle, tant par la littérature, la musique ou d'autres domaines. Alors, vous avez aussi, et c'est très très agréable, une construction, j'ai envie de dire, cinématographique. Vous nous plongez dans une scène, nous sommes à Rorthais, et puis vous nous transportez chez les Indiens, chez les Hurons, puisque notre sacripant de Léandre va être embarqué dans une tribu indienne, les Hurons, qui soutiennent les Français contre les Iroquois. Et donc, il va vivre pendant un bon moment, plusieurs mois, dans cette tribu. Vous y avez pensé? C'est sciemment que vous faites cette construction cinématographique? Oui, j'avais envie, donc, comme je vous disais, que le lecteur visualise en fait ce que je raconte. Et donc, oui, pour ça que la construction se rapproche un petit peu de celle d'un film. Oui, c'est ça. Oui. Il y a matière à un scénario extraordinaire. Sans doute, oui. Et alors, vous faites bien de rappeler, parce que toute cette époque est très, très préoccupée par le combat au Canada, au Québec. Et les combats, vous nous faites vivre un combat naval, on s'y croirait aussi. On entend les canons, on voit l'insubordination des hommes d'équipage qui fomentent une révolte contre les capitaines, on entend les coups de fouet. Vous avez une façon d'incarner, de mettre de la chair dans votre roman qui est absolument étonnante. J'avoue que... Bon, alors, 2 tomes déjà, le roman de la Durbelière, sous-titré « Cybèle et Bellone ». Rappelez-nous qui sont Cybèle. Qui sont les divinités romaines de l'amour et de la guerre, d'où le sous-titre « Les jeux de l'amour et de la guerre ». Et les jeux de l'amour et de la guerre, voilà. Et les éditions, le Lys et le Lin. Tout attaché, si vous voulez aller sur Internet, parce que vous auto-éditez. Oui, donc j'ai créé la maison d'édition, effectivement. Donc c'est important de donner bien cette adresse. Le Lys et le Lin-édition.com. Quel est votre... On a l'impression que vous aimez vos personnages. Oui, c'est vrai que je m'y suis beaucoup attaché. Et j'ai envie qu'ils soient aussi attachants pour le lecteur, qui s'y retrouve. Leur vie n'est pas toujours simple. La vie d'Arthur de la Guyonnaire et de sa sœur est une vie triste. Leur mère est morte en accouchant du deuxième enfant. Et le père est si malheureux qu'il ne s'adresse pas à ses enfants, qu'il est parti servir le roi et qu'il ne s'occupe plus de ses enfants. Et pourtant, de cette faiblesse, ils ont fait une force et le frère et la sœur se soutiennent et c'est plein de finesse psychologique. On a l'impression que vous avez déjà vécu 2 ou 3 vies, ce qui à 23 ans est quand même rapide. Oui. Comment faites-vous? J'ai essayé de m'identifier à certains personnages, même à la plupart, et voir comment ils auraient pu réagir face à telle situation, et donc en montrant aussi des caractères qui peuvent aussi être assez tranchés, assez contradictoires, des caractères passionnés, des caractères taciturnes. Il y a une variété de personnalités qui est tout à fait amusante. Vous êtes aussi capable de décrire un schnappant que de décrire un homme plein d'honneur et une femme qui virevolte et une fille profonde.
Vous arrivez à tous les registres, c'est assez inouï. Et donc, vous allez bien sûr nous amener vers la Révolution. Oui, tout à fait. Alors, on le sent parce que il y a un personnage qui lit Rousseau, et ça ne pardonne pas. Quand on lit Rousseau, on tourne mal. Comment ça s'appelle? Parce que vous nous emmenez dans cette grande école de Sorèze. Parlez-nous de Sorèze. Donc l'école de Sorèze, qui est une école qui a vraiment existé sous l'Ancien Régime, qui se trouve dans le département actuel du Tarn. Oui, près de Mazamet. Voilà, dans la Montagne Noire. Et donc c'est là qu'Henri de la Roche-Jacquelin a fait ses études, donc avant de servir dans le régiment de son père, le Royal Pologne. C'était une école dans laquelle on envoyait les jeunes... Voilà, les jeunes gentilshommes, donc pour servir après dans la carrière des armes. Alors, tous les gentilshommes ou parce que votre... Il y avait également des roturiers aussi. Il y avait des roturiers, puisque celui qui lit Rousseau est un roturier. Oui. Donc on sent que dans le 3e tome, il va prendre des décisions et qu'il va être aux premières lignes pendant la Révolution. C'est ça. Je ne me trompe pas. Non, pas du tout. Eh bien, écoutez, Armand Bérard, je souhaite tout le succès que vous méritez parce que, encore une fois, vous nous transportez dans un autre monde, dans cet ancien régime sur lequel on dit tant de bêtises, tant et tant de bêtises. Et vous n'affirmez rien, vous ne faites pas de propagande, vous ne dites pas oh, c'était beaucoup mieux avant, mais vous décrivez tellement charnellement et concrètement les choses qu'en réalité c'est un plaidoyer pour l'Ancien Régime, parce que tout ce que vous racontez est tellement vrai qu'on ne peut pas vous contredire. Donc je crois que vous participez à la réinformation des populations. Donc, merci beaucoup. C'est gentil de m'avoir invité. Merci. Alors, nous vous referons signe au 3e tome. D'accord, très bien. Donc, je répète, Armand Bérard, le roman de la Durbelière, Cybèle et Bellone, les jeux de l'amour et de la guerre, tome 1 et 2, et les éditions Le Lys et le Lin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, chers éditeurs, à très vite. Amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir ce matin un artiste, un sculpteur, Benjamin Lecouillard. Bonjour monsieur. Bonjour madame Brassé. Nous vous avons rencontré par l'intermédiaire d'un grand ami de nos pensées, un grand ami de l'art, je dirais, qui était Luc de Saint-Seine, oui, tout à fait. Qui était le maître de Grand Maison et de Villepreux, cet endroit où beaucoup d'entre nous sont allés à différentes fêtes. Et vous l'avez rencontré comment? À une occasion particulière, je devais partir de l'Île-de-France. Oui. Poursuivre un peu mon tour de France, pour ainsi dire, du métier. Parce que vous étiez compagnon? Non, j'étais formé par des compagnons. Vous étiez formé par des compagnons. Mais je n'ai pas été reçu par eux. J'ai choisi un peu une autre voie. Oui. Et je devais partir pour Nantes. Et finalement, on m'a conseillé d'aller voir Monsieur de Saint-Seine à Villepreux. Je me suis présenté un peu au culot, je dois l'avouer, un samedi, et puis tout s'est enchaîné. Il avait besoin de mes services. La Providence, m'a-t-il dit. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Oui, parce que Grand Maison a beaucoup de choses à réparer, des pierres, des sculptures. C'est ça, parce que c'était une ferme, l'une des dernières fermes de la plaine de Versailles, qui correspond au château. Et lui en a fait un lieu autodidacte, qu'il était, un lieu pour des grandes réceptions, des mariages, des séminaires. Ah oui, c'est un lieu plein de charme. Ouais. Et donc vous vous êtes tellement entendu qu'il vous a offert de vous installer? Oui, tout à fait. Et donc depuis une bonne dizaine d'années maintenant, je suis logé là-bas et je restaure le domaine en parallèle de mon activité. En parallèle. Alors comment devient-on sculpteur? Alors je dois peut-être faire la distinction entre sculpteur et tailleur de pierre. Oui. Puisque moi, ma formation, c'est tailleur de pierre. Oui. Donc, pour résumer, on peut dire que la taille de pierre se vérifie par la géométrie. Oui. Alors que la sculpture, c'est une autre approche qui est d'ailleurs plus délicate, plus sensible. Je ne sais pas. On va dire qu'on doit avoir quelque chose au bout des doigts et puis dans le cœur peut-être aussi. Pour est-ce que
Oui, l'artisan est tailleur de pierre et après il y aurait l'artiste. Oui, moi et souvent. Oui. Je ne sais pas, je me définirais peut-être artisan d'art. Artisan d'art. Ouais, plutôt. Très joli. Ça, c'est parce que vous êtes modeste, parce que ce que vous faites est très très beau. Nous avons comme illustration ce petit moine qui parle à un oiseau. Alors ça, c'est l'original que vous avez reproduit. Que j'ai reproduit moi après. Vous-même. Je n'ai que cette photo, puis avec l'oiseau, je trouvais que c'était. Mais alors, comment est-ce que vous avez pourquoi vous avez taillé votre première pierre? Je reviens à ma question. Oui. Je me la pose souvent, hein, cette question aussi. Je ne sais pas, au-delà de s'exprimer dans la matière, trouver quelque chose. La première fois, vous avez pris un marteau et un burin? Ça m'a plu, oui, ça m'a plu. Mais quand c'est arrivé? Parce que c'est pas tous les jours. Non, j'avais peut-être 13 ans. Ah, 13 ans, oui. 13 ans. Oui. Maison de campagne, mes parents, j'ai taillé un bout de tuffeau. Ah oui. Et tout de suite, ça vous a. Oui, ça m'a enchanté. Je n'ai pas suivi de cette formation après coup, mais j'y suis revenu. Il fallait que je trouve quelque chose dans l'univers de l'art. Créatif. Oui, assez créatif. Et puis je me suis intéressé à l'histoire de l'art, de l'architecture, parce qu'on comprend beaucoup de choses aussi à travers les monuments. Bien sûr, oui. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à vous consacrer. À me consacrer à ce métier. Bon. C'est d'œuvrier, peut-être. Œuvrier. C'est beau aussi comme ton. C'est beau, oui, parce que l'œuvre, c'est un très très beau mot. Alors, quels ont été vos premiers travaux? Mes premiers travaux, on va dire, c'était principalement les monuments parisiens, les églises, les cathédrales, les bâtiments haussmanniens. Et là, vous avez beaucoup de travail. Et là, on avait beaucoup de travail. Et puis, en tant qu'apprenti, on nous laissait la possibilité de tailler des pièces assez importantes. Oui, c'est ça. Vous êtes rentré chez un maître. Oui, c'est ça. Et dans Comme un atelier. En Italie. Oui, on peut dire ça. Au XVIe siècle. Oui, et les ateliers, à ce moment-là, étaient encore assez vigoureux et remplis d'hommes de métier. Ah oui. Pour vous dire, j'étais dans un atelier, on était entre 20 et 30 tailleurs de pierre. Ah oui. Et aujourd'hui, cet atelier ne compte que 4 ou 5 tailleurs de pierre. Ah, quelle tristesse. Parce qu'une machine est venue, entre-temps, prendre la main. Oui, vous dites. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, ces fameuses impressions en 3D. Oui, voilà. Ouais, mais j'arrive pas à imaginer que... Enfin, j'en ai vu des machines en 3D, j'ai vu ce qu'elles réalisaient, mais c'était quand même tellement moche par rapport à ce que un artiste fait. Aujourd'hui, on peut approcher vraiment la matière au millimètre. C'est assez impressionnant, c'est vrai. On peut sortir un chapitre corinthien dans la journée, alors qu'il fallait une semaine pour un tailleur de pierre pour le faire. Et donc c'est vrai qu'il y a une évolution assez particulière aussi dans notre métier, même si les corporations protègent un peu ce métier. De toute façon, ce n'est pas la machine qui pourra réintroduire la bonne pierre dans le bon... Non, il y aura toujours besoin de... Il y aura toujours besoin d'ouvriers sur le terrain. Vous travaillerez différemment, mais ça sera toujours... Ça sera toujours vous, enfin... En fait, on est touché plus par ça que par les travailleurs détachés ou libérisation du monde. Bien sûr, oui, je n'avais pas pensé à ce danger pour votre métier, mais c'est évident. Alors, on vient vous chercher, vous avez deux grandes lignées, c'est la création. Oui. On vient vous chercher pour... Alors, principalement pour restaurer. Je travaille beaucoup à Versailles. Je m'éloigne de plus en plus de Paris, parce que c'est un rythme de vie qu'il faut tenir. Et moi, je privilégie le cadre de vie aujourd'hui aussi. Donc, beaucoup d'anciennes demeures du 19e en Meulière, à Versailles. Un restaurant aussi, le 7 à Versailles, que j'ai pu restaurer avec des entreprises qui me font travailler. Oui, tout à fait. Il y a TCR et M. Revol qui me font travailler, ce sont des entreprises de Versailles je suis leur pierreux, attitré un peu. Ah oui. Et puis parfois j'ai ce sont des gens qui rénovent des façades? Oui, c'est ça. Ouais. Façades principalement en pierre, mais il n'y a pas énormément de pierre à Versailles, contrairement à ce qu'on peut croire. Ah oui. Il y a beaucoup de plâtre, mais le peu de pierre qu'il y a, il faut le réparer. Je tente, il faut les remettre. Absolument.
Et puis il y a tous les éléments, les fontaines et les escaliers. Ça, les escaliers en voûte sarrasine ou en pierre massive. C'est magnifique. On ne pense pas forcément à ça aujourd'hui, des escaliers en pierre, mais ça se fait très bien. Ça se fait très bien et c'est tellement joli. Oui. Les escaliers que vous nous montrez en photo sont tellement jolis. Et alors là, il y a beaucoup d'escaliers abîmés. Il y a beaucoup d'escaliers abîmés. Oui, j'en refais souvent, extérieur, intérieur. Il y a plusieurs techniques. Voûte sarrasine, c'est plâtre et briques, et c'est recouvert de plaques de pierre seulement. Ah oui. On peut les faire massivement aussi, également. Il y a pas mal de choses qui ne se sont pas perdues, de traités de stéréotomie, de tracés, qu'on le retrouve si on s'y intéresse, qui sont transmis par les anciens. Je parle en couturière, parce que je ne suis pas. C'est un peu ça. Mais on utilise un patron, un modèle. Tout à fait, oui. Les modèles anciens. Oui. Donc, il y a les cheminées. Les cheminées également. Les cheminées qui sont monumentales. J'ai pas eu l'occasion d'en faire beaucoup, mais c'est quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui. Avec l'histoire des inserts, il y a beaucoup moins de personnes qui s'intéressent aux cheminées de style, disons. C'est une catastrophe. Il y a pas mal de choses comme ça. Ça, c'est la laideur du monde moderne. Oui. Tout est un peu figé, linéaire. Et donc, il y a l'univers de la création personnelle. Après ça, je m'exprime un peu comme... j'ai fait une table en pierre, par exemple, d'inspiration un peu gothique. Ah oui. Mais c'est parti d'un flocon de neige, un hiver. J'ai fait un focus sur un flocon de neige et je suis parti de cette trame-là pour redessiner une table en pierre. Pour la sculpture, il faut quand même beaucoup travailler le modelage et le dessin. D'abord, oui. D'abord, oui. Il est plus facile d'être sculpteur dans un premier temps et tailleur de pierre après que le contraire, parce que moi je suis conditionné à la géométrie en fin de compte. Oui. Et donc pour revenir à la sculpture maintenant, c'est un peu plus compliqué pour moi, mais ça m'intéresse aussi énormément. Ça m'intéresse. Et dans les maisons aussi, il y a toutes les décorations de jardin. Oui. Les fontaines. Les fontaines, les bassins. Les bassins. C'est vrai que on en voit un justement à Grand Maison, au château de Grand Maison. J'ai refait le bassin. Il y a des demeures de... Et les municipalités vous font travailler aussi un peu ? Les copropriétés. Les copropriétés. Oui, pour le moment. Et puis, on verra jusqu'où ça va pouvoir s'étendre. Mais j'ai à cœur de plus en plus d'aller vers la restauration du bâti ancien rural. J'ai pu faire un four à pain, par exemple, avec des amis, pour une association de village, ce genre de choses. Oui, ça c'est fantastique. Et qui marche maintenant ? Et oui, tout à fait, qui fonctionne. Voilà, je me dirige un peu plus vers ça, même si j'ai appris à restaurer les cathédrales. Bon, voilà, comme je vous disais, je privilégie la qualité de vie maintenant et puis les gens autour de moi. Donc il faut que vous trouviez une cathédrale à la campagne. Benjamin Lecouillard. Alors on peut vous rendre visite ou on vous trouve, vous avez un site internet ? Alors j'ai une adresse mail. Une adresse mail. Je n'ai pas encore de site internet. Allez-y. C'est Taille de Pierre. Taille de Pierre. Avec un S à Pierre. Oui. 78. Oui. @gmail.com. C'est tout simple. C'est très bien. Bientôt un site. Et donc votre atelier, si on veut vous voir. Alors on peut éventuellement... On vous envoie un mail. M'envoyer un mail et puis je vous indiquerai la route pour... La route pour venir, c'est très facile. C'est à côté de Saint-Nom-la-Bretèche. Oui, tout à fait. Et, à 20 minutes de Porte-Maillot. À 20 minutes de Porte-Maillot. C'est bien. Et le lieu est encore une fois tout à fait magique. Benjamin Lecouillard, merci beaucoup d'être venu nous évoquer votre métier ce matin pour TV Liberté. C'était un plaisir. À très bientôt. Et si vous avez un nouveau travail, une nouvelle œuvre à nous présenter, n'hésitez pas, nous serons heureux de la présenter pour TV Liberté. Merci beaucoup et longue vie à TV Liberté. Merci, amis de TV Liberté, à très vite.